Nous sommes en plein cœur de l'hiver 1940. La guerre fait rage un petit peu partout en Europe. Au nord, l'Union soviétique tente d'envahir la Finlande. Les soldats de l'URSS progressent difficilement dans la forêt enneigée. Et ils sont nombreux. Ils avancent petit à petit. Soudain, un soldat tombe. Puis un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Et là, c'est la panique. Les soldats tombent les uns après les autres. Et en face, il n'y a personne. On entend seulement un coup de feu après l'autre. Et très vite, les soldats, qui sont devenus des proies, comprennent. Ils sont sur le territoire de celui qu'on surnomme la mort blanche. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous demander des récits autour des 2 guerres mondiales. On vous a écouté et d'ailleurs si vous aussi vous avez des envies ou des suggestions, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de ce podcast. Ça se passe sur Spotify ou bien sur Deezer ou bien encore sur YouTube ou directement sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. On vous a mis tous les liens dans la description. Dans cette description, vous trouvez également le lien vers notre Patreon. Pour seulement 3 € par mois, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce pour la production des épisodes de La Petite Histoire, mais aussi pour les prochains projets dont on va vous parler très vite. Merci à celles et ceux qui sont d'ailleurs présents sur le Patreon. Je salue notamment Alice qui nous accompagne depuis déjà quelques mois et merci à celles et ceux qui vont nous rejoindre sur le Patreon. Allez, sans plus attendre, direction la Finlande du début du XXe siècle. Ah oui. Quelle histoire, ça aussi. Derrière le surnom de la mort blanche, il y a un homme. Cet homme-là, c'est Simo Ahja. Simo naît le 17 décembre 1905 à Rojärvi, un petit village finlandais de Carélie du Sud. C'est une région frontalière avec l'Union soviétique, ou plus exactement avec la Russie impériale à cette époque. Simo, lui, il grandit dans une famille de paysans et il est le 7e enfant d'une fratrie de 8. La famille Ahja est très modeste. L'enfance de Simo, elle est plutôt rude. Le climat impose bien sûr à chacun de travailler à la ferme pour survivre aux longs hivers finlandais. Alors dès son enfance, Simo, il va développer un véritable amour pour la forêt, la nature. Il y passe beaucoup de temps, avec son père notamment. Son père, lui, c'est un agriculteur accompli. C'est aussi un très bon chasseur. Il transmet naturellement à son fils tout ce qu'il sait sur la traque des proies et le tir. La chasse n'est pas seulement un loisir pour lui. Elle est vitale pour survivre en hiver dans cet écosystème. Simo apprend plusieurs choses. Il apprend à se déplacer sur la neige sans faire de bruit. Il apprend à lire et à comprendre les traces laissées par les animaux. Il apprend à anticiper les mouvements de ses proies. Et surtout, il apprend à tirer avec une précision chirurgicale. Simo travaille dur, notamment il travaille dur pour le tir. Il s'entraîne pendant des heures pour peaufiner sa précision avec son arme. Un Mosin Nagant, une arme russe. Contrairement à d'autres chasseurs, Simo n'utilise pas de lunettes de visée. Non, il craint que les rayons du soleil ne révèlent sa position. Alors il s'entraîne uniquement avec les éléments en fer qui sont présents au bout du canon, à l'ancienne. Les années passent. Nous sommes en 1925. Simo, à présent, il a 20 ans et il part faire son service militaire obligatoire. Il est basé pour ce service à Raivola, au sein de l'infanterie cycliste. Cette année lui permet d'acquérir les fondamentaux de la discipline et de la tactique militaire. Là-bas, il épate évidemment ses camarades et ses supérieurs avec ses tirs. Il remporte notamment de nombreuses compétitions de tir et il obtient même le grade de caporal pendant son service. Une fois ce service terminé, on pourrait penser qu'il va rejoindre l'armée, mais non. Il décide de retourner à la vie civile. Et il s'installe à Metitila, un village proche de la frontière avec la Russie. Là-bas, il devient fermier, comme son père. Il mène une vie tranquille entre le travail à la ferme et la chasse pour le loisir. Mais quelque chose semble l'inquiéter. Ce n'est ni l'hiver, ni le froid, ni le manque d'argent. Ce qui inquiète de nombreux Finlandais, c'est ce qu'il se passe de l'autre côté de la frontière. Ouais, là-bas, de l'autre côté, là, la tension devient de plus en plus palpable. Staline est vraisemblablement en train de lorgner sur la Finlande.
Alors dans ce climat tendu, Simo décide d'intégrer une organisation paramilitaire pour défendre son pays. Dans cette organisation, il se fait très vite connaître pour ses capacités de tireur d'élite, lors des exercices, mais aussi lors des compétitions amicales. Il développe également sa future marque de fabrique, la patience, mais aussi l'économie de mouvement et la capacité à rester immobile dans la neige et dans le froid pendant des heures. Novembre 1939. Staline vient d'ordonner l'invasion de la Finlande. L'armée rouge franchit donc la frontière et la guerre d'hiver débute. Sur le papier, la Finlande n'a strictement aucune chance. Un peu plus de 300 000 hommes et quelques avions face à près de 1 million de soldats soviétiques, des centaines de chars et d'avions. Simo, lui, il est mobilisé au 6e régiment d'infanterie de la division de Carélie, commandé par le major Jutilainen. Son unité est déployée dans un secteur stratégique, là où les soviétiques concentrent leurs efforts pour capturer la ville de Viipuri. Alors les conditions cet hiver-là, il faut avouer qu'elles sont terribles. L'hiver 39-40 est l'un des plus durs jamais enregistrés. Les températures descendent jusqu'à moins 40 degrés. Pour les Russes, c'est encore plus compliqué. Parce que les Finlandais, eux, ils sont équipés de skis et de tenues blanches. Ils ont l'habitude, ils connaissent la région par cœur. Mais les Russes, c'est pas tout à fait la même chose, bien qu'il fasse froid chez eux. Simo, il a bien sa technique à lui. Chaque matin à l'aube, il prend son fusil. Un Mosin-Nagant, comme je vous disais, qui a été modifié et amélioré, mais qui est toujours sans lunettes de visée. Il y tient. Alors, Simo, il s'allonge dans un trou qu'il a creusé dans la neige. Il dissimule ce trou avec des branches. Il tasse la neige devant lui pour éviter que la poudreuse ne s'élève au moment du tir et ne dévoile sa position. Et très vite, les soviétiques découvrent qu'un secteur de la ligne est devenu un véritable coupe-gorge. Des dizaines d'officiers tombent, là où notre Simo est caché. Ils sont tués d'une seule balle, en pleine tête ou en plein cœur. Et tout ça est effectué par Simo. Alors, personne ne sait d'où proviennent ces tirs. Dans les rangs soviétiques, une rumeur commence à circuler. Un fantôme invisible rôde. On l'appelle Belaya Smert, c'est-à-dire la mort blanche. Pendant 100 jours, Simo va enchaîner les tirs de précision. Ses supérieurs vont noter 505 victimes confirmées. À cela vont s'ajouter presque 200 autres au pistolet mitrailleur. Tout ça va durer jusqu'au 6 mars 1940. Ce jour-là, alors que la guerre entre la Finlande et l'URSS est sur le point de se terminer, Simo, lui, il est encore au front. Une patrouille soviétique parvient à le débusquer, probablement aidée par une taupe. Une balle explosive va venir lui arracher une partie du visage. Les soldats le croient mort, alors ils continuent leur route. Pourtant, contre toute attente, Simo s'en est sorti. Il est vivant. Très amoché, oui, mais vivant. Pour lui, la guerre est finie. Et pour la Finlande aussi, d'ailleurs. Alors pour sa bravoure, Simo va être promu au grade de sous-lieutenant. Il va devenir instructeur pour l'armée lors de la seconde invasion russe. Puis, il retournera définitivement à la vie civile, à ses premières amours, l'agriculture et la chasse. Simo gardera des séquelles à vie au niveau du visage et il va s'éteindre paisiblement le 1er avril 2002, à l'âge de 96 ans. Ces records ont fait de lui le meilleur tireur d'élite de l'histoire moderne. Il y a de nombreux hommages qui lui ont été rendus dans la culture populaire, en musique, en bande dessinée, dans les jeux vidéo comme Call of Duty, The Division 2 ou Borderlands 2. Dans ces 3 jeux, on trouve quoi qu'il en soit des fusils, appelés White Death, la mort blanche. On parle également de lui dans des romans. Bref, on trouve la trace de la mort blanche un petit peu de partout, sauf, vous en conviendrez, dans la neige. Voilà les amis pour cette petite histoire autour de la mort blanche. Est-ce que vous connaissiez cette histoire, ce récit ? Dites-le nous en commentaire. On vous attend sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast. Et si l'épisode vous a plu, dites-le nous aussi, partagez-le, likez-le, abonnez-vous surtout pour ne rater aucune petite histoire. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle petite histoire justement. Salut ! La Fabrique Audio présente
La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriquaudio.com, La Fabrique avec un K.